chère assistance, chers invités, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de l'association culturelle Tadouglé et soyez les bienvenus. Donc, on commence par une petite introduction, puis on passe la parole à notre ami. Dans un contexte politico-économique alarmant, marqué par un plan d'austérité, dégradation du pouvoir d'achat, scandale financier, remise en cause des libertés démocratiques et du droit à la grève, la majorité des décisions de nos politiques opposants, loin de leur base, qui tournent autour de la vacance au pouvoir et de la maladie du président, faisant ainsi de l'alternance au pouvoir le seul, si j'ose dire, problème qui gangrène le pays en s'éloignant des réalités sociales qui nous accablent pour essayer d'aborder notre réalité dans sa profondeur. Nous avons ce soir invité M. Ali Blouari. Ali Blouari, ancien ministre au Trésor, 1991-1992, président du parti radical à Cologne, Genève, président de l'association Diversité à Genève, responsable et trésorier des salles de marché du groupe bancaire, responsable de la trésorerie de change et des marchés financiers à la Banque centrale d'Algérie, maître assistant à l'Institut d'études politiques d'Alger. Donc, sans tarder, je passe la parole à notre invité, M. Ali Blouari. Je suis fier, très content, fier d'être ce soir à Djeïa. Pour plusieurs raisons. Parce que quand je viens à Djeïa, j'ai toujours l'impression de venir dans un bastion de liberté. Un bastion de liberté. Et encore plus content d'être dans une enceinte universitaire. Pour des raisons évidentes, parce que le pays est en crise, le pays a besoin de sa jeunesse nombreuse, 70% de moins de 30 ans, et cette jeunesse, elle répond présent. Djeïa, elle existe, elle est vivante, elle vibre, elle réfléchit, elle parle, elle marche. Quand elle marche, on a envie d'aller marcher avec elle. Quand elle réfléchit, on a envie de réfléchir avec elle. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je suis là pour vous apporter très modestement mon expérience. Très modestement. Mais ouvrez bien les oreilles, parce que ce soir, je vais essayer de faire quelque chose qui n'est pas habituel, c'est pas très académique. C'est un mélange de politique, d'économie, de finance. C'est un mélange de... On va essayer de se mettre à la place du gouvernement. Oui, on va essayer de se mettre tous à la place du gouvernement, on va refaire la loi de finances. C'est dire si nous sommes mal gouvernés, mal gérés. En fait, nous ne sommes pas gérés, nous ne sommes pas gouvernés du tout. Nous allons le voir à travers quelques chiffres. Vous voyez que nous avons un État, on a un gouvernement, on a un ministère des Finances, on a une banque centrale. Malheureusement, nous n'avons rien de tout ça. Le pays est dans une crise terrible, terrible, mais les gens ne le voient pas. Le problème de cette crise, c'est qu'elle est masquée par le pétrole. C'est ça le problème. Dans la rue, les gens qui ne sont pas de votre niveau, ils disent que la baisse elle est là, alhamdoulilah, quand même, ça va. Si on se compare à Tunis et au Maroc, il y a 20 ans, même les Djibouti, alhamdoulilah. Mais c'est ça qu'il faut combattre. Il faut combattre cette idée que le pays est en bonne santé. Jamais, à mon avis, le pays n'a été dans une crise aussi grave, qui menace son existence. Parce que voyez-vous, depuis 1962, nous n'avons bâti aucune industrie. Nous n'avons pas bâti une industrie touristique. Regardez comme c'est beau. Djeïa devrait être la perle de la Méditerranée. Cette côte, et toute cette région, jusqu'à Djidjel, jusqu'à Kolo, c'est l'équivalent de Portobello, de la Côte d'Azur, ou de la Costa del Sol.
En Espagne, c'est des millions, c'est 15, 20 millions de touristes qui devraient venir. Avec les progrès, le tourisme amène des progrès, amène l'ouverture d'esprit. Et nous nous sommes fermés sur nous-mêmes, comme un troupeau de vaches ou de moutons. On nous amène à manger, on mange, on boit, on fait nos besoins. Et on doit applaudir. Et on doit dire merci. Merci à ceux qui nous ont plongés dans cette crise terrible. Cette crise, mes chers amis, chers étudiants, chères étudiantes, c'est vous, l'avenir. L'avenir vous appartient. Il faut être conscient que sans le pétrole, l'Algérie se place directement derrière la Somalie, derrière les pays les plus pauvres de la planète. Il faut en être conscient. Il faut être conscient que sans le pétrole, nous exporterons moins que les derniers pays de la planète. Qui va donner à manger à 40 millions d'habitants? Ce pétrole, c'est une malédiction. Une véritable malédiction. Malédiction parce que ça nous a empêchés de nous développer. Une malédiction parce que ça nous a donné l'impression d'être riches et on est devenu arrogants et donneurs de leçons dans le monde entier. Une malédiction parce qu'on a, à cause de ce pétrole, de ce gaz, nous avons eu le pouvoir, un des pouvoirs les plus rétrogrades de la planète, qui se nourrit de ce pétrole et de ce gaz. Sans le pétrole et sans le gaz, ils ne seraient pas là. C'est le pétrole et le gaz qui les maintiennent. Et il faut leur dire merci. Ce pétrole et ce gaz, c'est quelque chose qui est fluctuant. Donc il baisse, on est foutu. Tout le monde. Pour l'instant, ça va encore, parce qu'on a encore un peu de réserve de change. Mais vous allez voir, si le pétrole ne monte pas au-dessus de 50 $, s'il ne monte pas au-dessus de 70 et 80 $, ce qui va nous arriver dans quelques années, c'est quelque chose qu'il faut, les étudiants, c'est l'avant-garde. C'est eux qui doivent guider la société. Vous êtes appelés à occuper des responsabilités, il faut expliquer aux gens qui ne comprennent pas, il faut leur expliquer. Donc on va faire ce soir un petit exercice qui va montrer à la fois l'ampleur du drame, mais qui va montrer aussi comment on peut corriger si on était au gouvernement. Ce soir, on va tous se mettre, faire l'exercice d'être au gouvernement. Vous allez tous être au gouvernement ce soir, au ministère des Finances, et on va refaire la loi de finances ensemble. Et pour la refaire, il faut l'examiner. On va regarder cette loi de finances comme peut-être jamais vous ne l'avez regardée. Le sujet, c'est la crise. Quelle crise? Et quelle solution? Au terme, moyen terme, long terme. La crise. Beaucoup de gens la nient. Le gouvernement craint qu'il n'y a pas de crise. Ah, pas de crise. Oui, pas de crise. On va voir s'il y a une crise ou s'il n'y a pas de crise. Comment mesurer la crise? La crise, on la mesure à travers ses symptômes, ses résultats. Y a-t-il du chômage ou pas? Oui, il y a du chômage. 30% des jeunes sont au chômage. C'est une crise, non? L'inflation commence à grimper. C'est un symptôme de la crise. La malvie. Les gens sont mal dans leur peau. Beaucoup de gens traversent la Méditerranée à leur péril de leur vie. Il y a même des couples, il y a quelques années, un couple de médecins a traversé du côté d'Arnaba, la Méditerranée, a risqué sa vie pour fuir ce pays. On ne peut pas dire qu'ils ont fui parce qu'ils avaient faim. C'est la malvie. Autrement dit, la crise n'est pas seulement financière, elle est aussi morale. C'est une crise morale terrible. Les gens ne croient plus en rien. Ils ne croient pas dans l'avenir de ce pays. À partir du moment où il y a une crise de confiance dans l'avenir de ce pays, on peut parler de crise profonde, beaucoup plus grave que ces aspects financiers. Voici pour les symptômes de la crise, on peut aussi les mesurer à travers des chiffres. À travers des chiffres. Quels chiffres? Là aussi, le gouvernement nie, dément, pas de crise. Alhamdoulilah, on a des réserves, on peut tenir. Oui, on peut tenir. Mais ça, c'est quand on pioche dans les réserves, dans le bas de laine, quand on va voir sa grand-mère, etc., pour dire donne-moi tes bijoux parce que j'ai besoin de manger aujourd'hui, c'est pas une solution. Nos bijoux, c'est les réserves de change qu'on a enlevées au peuple en cas de besoin. Ces réserves, on a commencé à les manger, à les entamer. À la fin de cette année, il n'y aura plus de réserves. C'est le fameux fonds de régulation de recettes. On a
comptabilisé le pétrole à 37 $. Tout ce qui est au-dessus, on l'a mis dans ce fonds de régulation pour les générations futures. 1 000 milliards de dinars imposeront, nécessiteront de faire des choix. Ces choix, c'est quoi? Soit on augmente les recettes. Comment est-ce qu'on peut augmenter les recettes? Puisque le pétrole, nous ne dépendons que du pétrole. Soit donc on augmente les impôts et on diminue le pouvoir d'achat des gens et on tue la croissance économique. Si vous taxez trop les riches, ils vont se sauver ou ils seront en faillite. Si vous taxez encore plus les pauvres, les gens modestes, les classes moyennes, ils vont crever de faim. Donc ils ne pourront pas augmenter les recettes. Parce qu'on reviendra à cet aspect, la crise n'est pas financière, elle est structurelle. Elle n'est pas à court terme. Quand on dit qu'elle est structurelle, ça veut dire qu'il faudra des années et des années et des années pour la résorber. Parce que ces causes sont des causes qui ne sont pas des causes conjoncturelles. La preuve, c'est que quand le pétrole baisse, on voit immédiatement apparaître ces trous. Ces trous montrent qu'ils sont masqués, cachés par les recettes pétrolières qu'on extrait du sol et qu'on utilise pour... Ça veut dire que nous n'avons pas de rentrée. Nous ne gagnons pas d'argent. Le pays ne produit pratiquement rien et n'exporte pratiquement rien. Ces dépenses, donc les 3 000 milliards de dinars, font partie d'un total budgétaire de 7 000 milliards de dinars, comme je vous l'ai expliqué. Et on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut, l'année prochaine, comment est-ce qu'on va pouvoir payer les fonctionnaires? Parce que le budget de fonctionnement, c'est essentiellement les salaires des fonctionnaires, des policiers, des gendarmes, des soldats, pour plus de 50% peut-être, puis le reste, c'est des dépenses de fonctionnement des écoles, pour payer les charges des ministères, les charges, les transports, l'électricité, des choses comme ça. Enfin, les dépenses de fonctionnement, c'est ce qui permet à l'État d'assurer son fonctionnement. La loi de finances, le budget, c'est l'arme qui est entre les mains de l'État pour stimuler l'activité économique, pour corriger les déséquilibres sociaux, soutenir les catégories sociales les plus défavorisées, stimuler l'équilibre budgétaire en mettant de l'argent dans les régions défavorisées, donner des subventions à ceux qui en ont besoin, encourager l'agriculture, encourager l'industrie, encourager le tourisme, encourager les transports, parce que nous sommes un grand pays, et c'est tout ça les dépenses de fonctionnement. Ça, je vous parle, évidemment, je ne parle que des dinars. Le budget, c'est du dinar. Pour ce qui est des devises, c'est aussi dramatique. Parce que pour l'instant, on a encore 120 ou 130 milliards de dollars de réserves de change, mais comme le déficit de la balance des paiements en 2015 a été de 35 milliards de dollars, si le pétrole se maintient à ces niveaux-là, l'année prochaine, c'est moins 35, ça veut dire qu'à la fin 2019, à la fin de ce 4e mandat, il n'y aura plus $1 en caisse. Cela signifie que le pays ne pourra plus importer, payer ses importations. Et Dieu sait que vous savez que les magasins sont remplis de produits importés. Vous savez que les quelques industries qui tournent avec des matières premières et des biens d'équipement qu'on importe. Vous savez que nous importons 70% de nos médicaments. Nous importons entre 12 et 15 milliards de dollars par an pour nourrir la population. Nous sommes totalement dépendants des importations. Si nous consommons, si nous épuisons ces réserves de change, qui est un peu le matelas, le bas-de-laine du pays, nous allons nous retrouver dans une situation de famine. Mais ça, c'est en 2019. Si les choses restent en l'état, le pétrole reste plus en l'état, en 2019, nous ne pourrons plus, le pays est paralysé, on ne pourra plus fonctionner. Mais avant cela, sur le plan local, parce qu'il faut comprendre que les réserves de change, c'est via des exportations, et chaque fois qu'on exporte, on fabrique des dinars. Vous exportez, les devises sont cédées à la Banque centrale, et la Banque centrale donne à la Sonatrach les dinars qui correspondent à ces dollars. Ces dinars que la Sonatrach reçoit, elle paye à peu près 80% d'impôts qui vont alimenter le budget.
Donc les recettes budgétaires viennent du pétrole. Mais les dollars que la Banque centrale reçoit, elle les garde. Ça devient des réserves de change. Et chaque année, chaque mois, quand on importe, on va demander à la Banque centrale, on achète les devises à la Banque centrale pour importer. C'est comme ça que ça marche. Donc nous revenons au dinar. 3 000 milliards de dinars de déficit l'année prochaine, il va falloir sacrifier, serrer la ceinture. Comment on peut faire? Ça, c'est les chiffres prévus dans la loi de finances pour 2016. Donc, c'est les chiffres du gouvernement. Alors, la prochaine fois, si je reviens, j'espère, on fera une présentation PowerPoint, vous verrez donc quelques chiffres clés et ça facilitera la compréhension. Mais enfin, voici la répartition du budget de fonctionnement dans la loi de finances pour 2016 par ministère. La culture, 19 milliards de dinars. 19 milliards de dinars, ça a l'air beaucoup. Allez voir. La formation professionnelle, 50 milliards de dinars. L'industrie et les mines, 5 milliards de dinars. L'armée, la police, la gendarmerie, 1500 milliards de dinars. 33%. Où est passé votre argent? Quand on dit aux marcheurs de Bjaya, aux enseignants contractuels, on ne peut pas vous payer, on ne peut pas vous régulariser. Quand on dit aux grévistes qui demandent des augmentations de salaire, on ne peut pas. Quand on a parlé du salaire minimum, d'intégrer ou de ne pas intégrer le prime de panier, des choses comme ça dans le salaire, il y avait une levée des boucliers en disant l'État ne peut pas, l'État algérien, le grand État algérien ne peut pas se permettre. C'est le fameux, je crois, article 87. Pendant des mois et des mois, on a discuté de savoir si l'Algérie pouvait se permettre un salaire minimum de 15 000 dinars, je crois, c'était 15 000 ou 17 000 dinars, si on met les primes de panier dedans ou si on ne les met pas. Parce que l'impact, l'Algérie, on ne peut pas. On ne peut pas. On peut pas. Est-ce que vous savez que le salaire en Algérie est l'un des plus bas au monde? Est-ce que vous savez qu'au Maroc et en Tunisie, les salaires sont 3 à 5 fois plus élevés? C'était l'inverse il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous appauvrir petit à petit, mais les gens ne le savent pas. C'est ce qu'on appelle l'illusion du salaire nominal, l'illusion monétaire. Les gens, le salaire, chaque année, ils augmentent. Les gens, ils ont l'impression que leur pouvoir d'achat augmente, alors qu'en réalité, leur pouvoir d'achat diminue. Et vous allez voir que l'année prochaine, ça va encore diminuer à travers l'augmentation des prix. Et on vous dira, on ne peut pas augmenter les salaires, parce qu'il n'y a pas d'argent. Quand on a un déficit de 3 000 milliards de dinars, comment pouvez-vous réclamer une augmentation de salaire? Ce n'est pas possible, au contraire. Il va falloir se serrer la ceinture encore plus. Comment ils vont faire? On va examiner ça. Mais déjà, l'inflation va augmenter et les mesures que le gouvernement va prendre l'année prochaine vont augmenter, vont accroître l'inflation. Les prix vont encore augmenter. Donc, comme les salaires ne pourront pas augmenter, ils nous diront il n'y a pas d'argent. Eh bien, le pouvoir d'achat va baisser encore dans les années qui viennent. Alors, voici ce que j'appelle les dépenses sécurité, 33%. Par comparaison, regardez les secteurs parmi les plus importants du pays. L'industrie et les mines, que je viens de citer, 0,1%. Ça explique pourquoi la part de l'industrie ne cesse de baisser. Elle est inférieure à 5% du PIB, un des taux les plus bas au monde. Nous ne sommes plus un pays industriel parce que nous produisons moins que la Tunisie et le Maroc de produits industriels. Nous ne sommes pas un pays touristique. Nous ne sommes pas un pays de services. Le Maroc exporte des services, il gagne des milliards de dollars en faisant de la sous-traitance pour les centres d'appel, pour le tourisme, c'est une exportation de services, etc. Donc nous ne produisons ni des biens agricoles, nous suffisons même pas, nous ne couvrons même pas 30% de nos besoins. Nous importons 8,5 millions de tonnes de céréales pour une consommation de 10 millions. Le Maroc, par comparaison, produit 10 millions de tonnes. À manquer, le drame surgira.
Parce qu'on prendra conscience qu'il faut se retrousser les manches et travailler. Ceux qui nous gouvernent vont détaler comme des lapins. Vous croyez qu'ils vont attendre? Ils vont détaler. Ils vont nous laisser tout seuls. Mais il faudra des années et des années pour bâtir une industrie. Il faudra des années et des années pour bâtir un tourisme, une industrie touristique. Former des professionnels du tourisme à tous les niveaux. Investir dans des dizaines et des centaines de milliers de lits. Le Maroc et la Tunisie ont un demi-siècle d'avance sur nous. Il nous faudra 50 ans pour rattraper le Maroc et la Tunisie. 50 ans, vous avez entendu? Comme c'est ça. De travail acharné pour arriver. Comment on va faire? Comment on va faire? Moi-même, je ne sais pas. Je peux esquisser des solutions. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple. Je continue la lecture de la loi de finances. La culture. Quand on entend le gouvernement, Constantine, capitale de la culture arabe, c'est ça la culture. Ils vont payer des danseuses et des chanteuses de milliards, c'est ça la culture. La culture, 0,4% du budget. La formation professionnelle, quand on a un déficit aussi énorme en formation professionnelle dans un pays jeune, 1% du budget. Les postes et les technologies de l'information et de la communication, qui devraient être un de nos fers de lance, parce que c'est devenu un moteur du développement, un facteur de progrès puissant, à notre portée, accessible. Eh bien, la poste et l'éthique représentent dans le budget 0,07%. Et je peux continuer l'énumération. L'énergie, 1%. On investit dans l'énergie, on a électrifié tout le monde est éclairé, etc. C'est 1%. La santé, 7,8%. Là, c'est déjà pas mal. Le commerce, 0,4%. Le transport, 0,2% pour un pays aussi énorme. Et tout ça, on ne peut pas augmenter les salaires. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent parce que l'armée, la police et la gendarmerie prennent tout. Ajoutez à ça, à ces 33%, regardez le budget, apprenez à lire les lois de finances, ça devrait être votre Coran ou votre Bible, selon l'expression consacrée. Coincez-les là et dites-leur, qu'est-ce que c'est ces charges communes? 10%. Comment des ministères aussi importants, 0,1, 0,2, 0,04, le budget sécurité 33%, les anciens moudjahidines qui augmentent d'année en année, ça j'aurais dû vous le dire, 5%, 5%. Ils représentent plus d'une dizaine de ministères, les anciens moudjahidines. Normalement, ils doivent disparaître avec le temps, les anciens moudjahidines. 54 ans après l'indépendance, ils continuent à nous tourmenter, à bouffer le pain, votre pain, le pain des enfants. Mais en réalité, bien sûr, ça ne va pas aux anciens moudjahidines. C'est un fonds de commerce. Ou aux faux moudjahidines. Certainement, c'est des faux moudjahidines. Comment est-ce qu'il peut y avoir 10 fois plus de moudjahidines en 2016 qu'en 1962? Non seulement ils ne meurent pas, mais ils se multiplient comme des lapins. Alors, sachez simplement, pour résumer ça, que les dépenses de sécurité représentent les budgets de 14 ministères les plus importants. Et ces charges communes dont je vous parlais, 10%, c'est quoi? Chaque année, 10%, charges communes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne les affecte pas. C'est le président de la République qui décide. Il décide. S'il veut donner de l'argent à un ministère, ici, rattachement de crédit, c'est un roi. C'est un roi. Il donne à qui il veut. Sans contrôle du Parlement, parce que le Parlement, normalement, l'Assemblée nationale, doit approuver. Ça, c'est pas assez, il faut augmenter. Mais là, pas touche. Le président de la République, c'est 10%, car lui, il décide tout seul ce qu'il veut. Alors l'armée prend 33% et le président prend 10%. Ça fait 43%. Allez faire un budget avec ça. Avec ce qui reste.
Les anciens moudjahidines, qu'est-ce qui reste? Nous avons le budget d'un pays misérable. Pays riche, mais la structure budgétaire est la structure d'un pays misérable, d'un pays pauvre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, j'ai essayé de faire, on va le faire ensemble. Si je vous pose la question maintenant, après avoir pris connaissance de ce budget sinistre, 3 000 milliards, trouvez-moi 3 000 milliards de dinars, sur un budget total qui fait 4 807 milliards de dinars. Parmi vous, il y a des gens qui sont sensibles à la culture, d'autres qui sont sensibles au transport, d'autres à la formation professionnelle. Donc chacun va dire il faut augmenter peut-être la formation professionnelle, c'est pas normal, 1%, on va l'augmenter à 2%, on va le doubler. C'est-à-dire doubler les salaires, ou doubler le nombre de fonctionnaires qui travaillent pour la formation professionnelle, c'est-à-dire doubler le nombre d'enseignants ou garder le même nombre et doubler leur salaire. 1% plus 1%, 2%. Faisons l'exercice. Où est-ce que vous allez prendre ce 1%? Yallah. Voilà. Il va de soi, tout naturellement, soit vous le prenez sur le budget sécurité, soit vous le prenez sur le budget charge commune. Et c'est comme ça que chacun peut augmenter. On peut augmenter tous les postes, tous les budgets peuvent être augmentés sans remettre en cause, au contraire, en améliorant le fonctionnement de l'économie, en encourageant l'industrie, les mines, en encourageant la formation professionnelle, en encourageant la recherche scientifique. Et si je vous dis maintenant, très bien, on a pris 10%, pour doubler pratiquement les budgets des ministères les plus importants, mais il faut faire encore un effort pour trouver 3 000 milliards. Trouvez-moi 3 000 milliards de dinars. Trouvez-moi encore 3 000 milliards de dinars. Donc on a financé, on a doublé les budgets des ministères en prenant 10% aux dépenses sécurité, ou bien 5% aux dépenses sécurité et 5% aux charges communes. Les charges communes, en tout cas, c'est votre argent qui n'est pas affecté. Donc on peut même dire les 10%, on va les prendre au budget charge sécurité. Cas où 3 000 milliards, trouvez-les 3 000 milliards. Vous allez diminuer les dépenses sécurité. Parce que ces dépenses sécurité, comment elles se justifient? Elles se justifient par le fait qu'il y a de l'insécurité. Ah, quand même. C'est ce qui vous permet de voyager tranquillement, c'est ce qui vous permet de vivre en sécurité sans être... C'est la lutte contre le terrorisme, blabla, c'est tout. Donc, il faut dire merci, parce que c'est grâce à ça que vous vivez en sécurité. Mais dans d'autres pays, quel est le pourcentage du budget sécurité? Et en Algérie, en 2001, je regarde, 2001, 27%. Si je remonte 10 ou 15 ans plus tôt, je trouve 15%. Et je me dis, comment ça se fait que chaque année, le budget sécurité augmente au détriment de tout le reste? Et c'est comme ça qu'on maintient les salaires qu'on a des salaires de plus en plus bas, un pouvoir d'achat de plus en plus bas, les subventions, le chabab, l'enseigne, ou le prix du blé qui est subventionné, au sokor, au doigt, tout ça est subventionné. Dites merci à l'État. Merci à l'État. On vous fait croire qu'on vous fait des cadeaux. Mais le plus grand des services que vous pouvez nous rendre, c'est augmenter les salaires. Pourquoi? Si j'ai un salaire de 50 000 dinars au lieu de 20 000 dinars, je n'ai pas besoin. Un salaire de 100 000 dinars, j'ai encore moins besoin. Je vais pouvoir même faire des économies, je vais voyager. Ah, non, vous ne pouvez pas. 100 000 dinars, vous plaisantez. Ah oui. Je regarde et je dis, mais c'est de l'arnaque. Vous nous avez toujours arnaqué. C'est 10%. Allez hop, on va les attribuer. Ça permet de doubler, comme je vous ai dit, les salaires. Budget sécurité, si vous augmentez comme ça, on est à 33, l'année prochaine 34, 35, 50, mais vous allez affamer le peuple, mais plus affamer le peuple, et plus vous allez avoir des grèves et des manifestations et des émeutes,
Et à chaque fois qu'il y a des émeutes, vous recrutez encore plus de policiers pour assurer la sécurité. À la fin, ils peuvent, en extrapolant de manière un peu outrancière, on risque un jour d'avoir 100% du budget affecté à la sécurité avec un peuple qui a crevé de faim. Il n'y aura plus dans ce pays que des policiers, des soldats et des gendarmes. Où est le peuple? Il est mort. C'est pas sérieux tout ça. Et sachez, vous êtes des étudiants, la première chose que vous devez développer, c'est l'esprit critique. L'esprit critique. Ne croyez jamais rien. Lisez, analysez, débattez, et là vous comprendrez. Alors voici, je me dis, moi je vais trouver, allez, tous ensemble, on va trouver 3 000 milliards de dinars. Je vous propose de me suivre dans la démarche. Première, donc je vous ai dit qu'avec les charges communes, ce qu'on peut faire, mais enfin, reprenons le travail depuis zéro. Si on dévalue de 50%, ils sont en train de le faire de toute façon. Vous avez vu, hier c'était 125 dinars pour 1 euro. Ils sont malins. Chaque mois, ils dévaluent subrepticement, en cachette, 1,5%, 1%, 1,2%, et à la fin de l'année, vous allez trouver 50%. Et moi, je dis, arrêtez, parce qu'en faisant ça, ils vous cachent. C'est pas eux. C'est la Banque centrale, c'est le dollar qui monte, l'euro qui baisse, Ils ne veulent pas assumer. Parce que dévaluer, c'est reconnaître un échec. Moi, je dis, reconnaissant l'échec tout de suite, je dévalue une bonne fois pour toutes et je vais équilibrer mes finances publiques, je vais équilibrer mon budget. Si je dévalue, je fais le calcul, ça me fait rentrer 840 milliards de dinars. Marquez, 840 milliards de dinars. Donc, voilà, vous êtes ministre des Finances et vous avez fait, parce que c'est à votre portée, un étudiant est parfaitement capable de faire l'exercice que je suis en train de vous dire. C'est élémentaire. Mais ils vous font croire que c'est la science infuse. C'est trop compliqué. Et rien du tout. C'est un calcul élémentaire, simple, mais qui cache des arrière-pensées politiques. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'on sache comment ils font. Et puis, si je dévalue, les recettes pétrolières fiscales vont augmenter aussi. Les recettes fiscales pétrolières augmentent de 840 milliards. Donc 80% multiplié par exemple 40 milliards de dollars de recettes, 40 milliards d'exportation, multiplié par le nouveau taux de change. Si vous dévaluez de 50%, vous avez 50% de recettes de plus. 840 milliards. Mais en même temps, les droits de douane, ils sont calculés également en dinars. Donc ils vont augmenter. Les droits de douane augmenteront de 800 milliards de dinars. Les droits de douane et TVA représentent 20,5% des importations. Quand vous importez pour 1 milliard de dollars, vous encaissez 205 millions de dollars de TVA et de droits de douane. Donc, plus les importations augmentent et plus les droits de douane augmentent. Ces dernières années, on est en train de baisser les importations parce que les exportations baissent, on baisse les importations, mais comme on baisse les importations, les droits de douane baissent. Et la TVA. C'est pour ça que dans le budget, j'ai oublié de vous le dire, 75% est lié au pétrole. 75% vient du pétrole et du gaz. 75%. Donc, il est normal que quand on dévalue, on encaisse. Ensuite, je propose une augmentation de 50% des droits de douane. Pourquoi donc? Les droits de douane n'arrêtent pas de baisser. Pourquoi les droits de douane n'arrêtent pas de baisser? Posez-vous la question en tant qu'étudiant. Pourquoi l'Algérie baisse ses droits de douane? Est-ce que c'est pour... libre-échange. Bravo. Le libre-échange est érigé en dogme. Ah, il ne faut pas discuter. C'est bon le libre-échange. Le libre-échange est bon pour ceux qui échangent. Mais si vous n'exportez rien et que vous importez tout, il n'y a pas de libre-échange. Donc l'accord d'association avec l'Union européenne, l'accord de libre-échange avec les pays arabes, c'est une arnaque. C'est une arnaque pour 2 raisons. La première, c'est que on n'a plus de droit de douane, presque plus. Donc une diminution des recettes fiscales. Au moment où le pétrole baisse, quand le pétrole est très haut, ça se voit pas, mais quand le pétrole baisse, c'est de l'argent qui manque cruellement dans les caisses, qui permettent d'augmenter les salaires.
dépenses publiques. On verra après le budget d'équipement. Mais en plus, si vous avez une petite production nationale, vous la tuez, parce que les droits de douane, c'est ce qui protège l'économie nationale, la production nationale. Si vous démantelez, on appelle ça un désarmement douanier, j'aime beaucoup l'expression, vous étiez armé pour vous défendre, et puis vous baissez les droits de douane, vous les supprimez, dans certains cas, vous vous désarmez. On appelle ça un désarmement douanier, et donc ce que vous produisez ne peut pas faire face à la concurrence des produits étrangers, et vos entreprises ferment, elles font faillite. Et ils sont arrivés à imposer à tout un peuple de 40 millions d'habitants que ces choix budgétaires, que ces choix en matière de libre-échange, etc., sont normaux. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, ils vont signer des accords de coopération, ils vont faire schlac, on vous présente, on vous montre le ministre des Affaires étrangères, etc., en photographie, doula. Alors que quand on analyse les choses, ce sont des mesures absolument antinationales, et parce que votre vigilance n'est pas éveillée, parce que le peuple ne voit pas, eh bien, on continue à couler. Ils sont en train de couler ce pays. Donc moi, je préconise d'augmenter les droits de douane de 50% et de les laisser se débrouiller. Ensuite, j'instruis les négociateurs algériens d'invoquer les clauses de sauvegarde. Qu'est-ce qu'il y a dans ces accords que nous pouvons mettre en garde pour dire « arrêtez ». Il était prévu, quand on les a signés en 2005 et mis en œuvre en 2007, il était prévu une augmentation des exportations algériennes. Or, nous avons augmenté de 2007 à 2011 de 400% nos importations comme effet de cette suppression, de ce désarmement douanier avec l'Europe, et nos exportations n'ont pratiquement pas augmenté. Donc cela signifie un échec. C'est-à-dire que dans l'objectif qui a été assigné à ces accords de libre-échange, c'était d'augmenter la production et d'augmenter les exportations. Comme on a échoué, je n'ai plus besoin, messieurs, ça ne va pas. Au contraire, maintenant le pétrole et le gaz baissent, je suis totalement vulnérable et j'ai besoin d'encaisser des recettes budgétaires pour payer mes fonctionnaires et pour donner des salaires décents aux gens. Je ne peux pas subventionner les productions européennes. Nous subventionnons aujourd'hui l'argent qu'on enlève du ventre de nos travailleurs, on le donne aux travailleurs européens. C'est les travailleurs européens qui profitent de notre austérité. On se serre la ceinture pour donner à manger aux Européens. Parce que ce qu'ils produisent, nous l'achetons sans droit de douane. Et en plus, ça concurrence nos produits. Donc, j'augmente les droits de douane. Je vous fais toujours l'exposé des motifs et je vous donne les chiffres. On ne disent pas. C'est de la démagogie. C'est facile. Et ils disent, non monsieur, non, c'est pas de la démagogie. Parce que nous savons calculer. Et nous calculons. Si vous avez une feuille à stylo, notez maintenant, avant que je ne publie ça, mais notez quand même et refaites l'exercice chez vous. Cette augmentation des droits de douane de 50% nous donne encore 500 milliards de dinars. Et on continue. Ça nous fait, si on compte, 8 et 8, 16, 16 et 5, 21, 2 milliards de dinars. C'est pas mal. Mais je ne suis pas content, ça ne suffit pas. Parce qu'on a un trou de 3 000 milliards. Il faut trouver l'argent. Il est où l'argent? Il y a 3 700 à 4 000 milliards de dinars au marché noir qui ne paient pas d'impôts. Oui, mesdames et messieurs, 4 000 milliards de dinars, soit à peu près 70% de l'argent fabriqué depuis l'indépendance, ne rentre jamais dans les banques. C'est pour ça d'ailleurs que les billets sont si sales. Ils sont sales et déchirés parce que quand ils rentrent dans les banques, la banque centrale les change. Les banques les envoient immédiatement à la banque centrale qui les détruit pour fabriquer de nouveaux billets. Comme ils ne rentrent jamais, voilà pourquoi les billets sont sales et déchirés. Et méfiez-vous, il faut toujours vous laver les mains quand vous les avez palpés. Deux médecins éminents qui peuvent... C'est pas juste. C'est pas juste. Des milliardaires, des centaines de milliardaires qui ne payent pas d'impôts alors qu'un travailleur qui gagne 20 000 dinars, il paye des impôts. C'est ce qui explique pourquoi toutes les entreprises du pays payent moins d'impôts que les salariés du pays, les pauvres gens, les petits fonctionnaires, les enseignants, ils payent des impôts, plus d'impôts que toutes les entreprises privées du pays. Il n'y a pas un pays au monde où il y a autant d'injustice sociale, autant d'injustice fiscale. Eh bien, cet argent-là, tous les pays du monde, même la Suisse, tous les 10 ans, ils font une amnistie fiscale. Tu rentres, tu ramènes ton argent, une amende, et on efface l'ardoise.
Et tu payes une amende, 10, 15, 20%, et voilà, c'est normal, une amende parce qu'ils ont caché de l'argent. Chez nous, on n'a jamais fait d'amnistie fiscale. Depuis l'indépendance, ça s'accumule. 100, 200, 1000, 2000, 3000, 4000 milliards. Cette masse augmente plus vite que l'argent officiel qui est dans les banques, qui est déclaré. Pourquoi? Parce qu'ils s'investissent sans payer d'impôts, donc il augmente plus vite. C'est comme un cancer qui métastase. Un jour viendra où il sera trop tard. Ou un diabète qui gangrène. Ils sont en train de nous bouffer cet argent parce que, comme il est condamné cet argent à travailler dans le marché noir, le haram, j'utilise exprès une expression morale, parce que c'est vraiment le cas de dire que moralement c'est injuste. Et vous savez, même s'ils veulent réintégrer, ils ne peuvent pas. Donc ils sont condamnés à détruire, à corrompre. Parce qu'avec ça, ils vont acheter de la devise au marché noir, ils vont importer au marché noir, ils vont vendre au marché noir, et ainsi de suite. Et ils vont soudoyer dans corruption de la douane, corruption des impôts, corruption de la justice et corruption de la police. Tous les corps les plus importants sont corrompus par cet argent-là. Eh bien, ça suffit. On va faire d'une pierre deux coups, lutter contre la corruption, amener cet argent qui ne paye pas d'impôts dans le circuit bancaire. Une fois qu'il est dans le circuit bancaire, il y a plus d'argent pour prêter aux jeunes, pour créer des entreprises, pour acheter un logement. Plus d'argent. Et vous allez voir qu'il y a plus d'argent bientôt dans les banques pour acheter les emprunts obligataires pour financer le budget. Parce que comme ils sont bêtes, ils n'ont vu qu'une chose, on va emprunter par voie d'emprunts obligataires, c'est-à-dire sanadettes, des bons du trésor en gros, elles ont un taux d'intérêt 2 fois plus élevé au là, ils sont complètement cons. Parce que si l'argent est déjà en banque, il est déjà dans les banques, donc ça n'apporte rien. Et s'il est en dehors des banques, ça veut dire que c'est une amnistie fiscale. C'est parce qu'ils ont déjà décidé, moyennant 7% de l'amnistie fiscale. Mais ils sont encore plus bêtes, parce que les voleurs ne peuvent pas faire confiance à des voleurs. Vous avez vu un voleur, et un autre voleur dit l'histoire de Khabirou. Sérieux. Puis ils se connaissent, c'est les mêmes, c'est la même famille. Et puis, avec la crise qui se profile, ils préfèrent acheter de la devise. Parce que le dinar va dévaluer, il dévalue sans cesse. Il dévalue de 20% par an. Combien vous allez lui donner 20% d'intérêt? Si vous lui donnez 3, 5, 7% d'intérêt, il préfère acheter de la devise. Et il gagne 20% par an, 25% par an. Dans tous les pays, les économistes réfléchissent à ces problématiques-là et à ces thématiques-là. Chez nous, le gouvernement fait la pire des politiques parce qu'ils sont médiocres, et plus que ça. Et notre peuple n'est pas cultivé, n'a pas l'habitude de cette gestion, n'a pas l'habitude de prendre ses responsabilités, il n'est pas éveillé, il n'a pas une culture financière pointue. Et c'est pour ça que si ce soir, j'ai pu vous donner, vous inculquer un petit peu l'envie de regarder de près ces questions financières, ces questions monétaires, eh bien, je serai très heureux. Et je continue mon exercice. Comment faire pour rapatrier cet argent? On m'a calé l'amnistie fiscale à 7% et ça ne marche pas, on le sait, ça a échoué pour les raisons que je viens d'indiquer. Et bon, quand j'ai dit ça va, tu as volé de l'argent. Je dois juste me poser la question, comment je peux faire pour récupérer l'argent que j'ai volé? Je change les billets. Je change les billets de banque. Je décrète que le 15 décembre au plus tard, tous les billets doivent être changés. Et chaque fois que quelqu'un ramène un camion ou 1000 sacs poubelles d'argent, je lui dis 30% de tes sacs poubelles, tu les mets là. C'est une amende. 30% seulement. Chaque année, il vole 20% d'impôts au trésor. Sur 10 ans, 20 ans, savez combien ça fait? Donc si on reprend juste 30%, ça fait 1000 milliards de dinars. Et je rajoute 1000 milliards de dinars à mon compte. Je suis en train de faire la loi de finances avec vous. Ça nous fait déjà presque 3000 milliards de dinars, et un peu plus. Je continue, parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte? Comme c'est intéressant, allez voir la loi de finances, prenez, traduisez les chiffres en pourcentage, faites cet exercice, chacun d'entre vous doit le faire, c'est un acte citoyen, un devoir citoyen. Eh bien, le budget sécurité, ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Je ne vais pas payer des gens qui viennent me matraquer. Et ma femme
Et avec mon argent qu'ils m'enlèvent, ils me matraquent. Ils achètent des matraques pour me taper sur la tête. Nous sommes devenus maintenant matures et intelligents. Tako. Aussi un travail, la presse, j'ai donné une conférence au RCD pour ça, ça a été repris et j'espère que de plus en plus, dans notre pays, les gens prendront conscience que non seulement l'armée, la police et la gendarmerie sont des forces de répression qui briment les libertés, qui empêchent le peuple d'être libre, mais qui sont en train d'affamer le peuple, de vous enlever de l'âge, de vous réduire à la famine, au chômage. À cause d'eux, vous avez une mauvaise formation professionnelle, vous avez un mauvais enseignement supérieur, vous avez de mauvais transports publics, etc., à cause de ces gens-là. Eh bien, on est gentils dans cet exercice que nous faisons, mais vous êtes libres. Moi, j'ai pris ça, mais vous êtes libres de faire plus que ça et d'écrire. Écrivez. Chacun d'entre vous peut écrire en disant « j'ai trouvé la solution. Comment financer le déficit budgétaire ?» Moi, pour l'instant, j'ai été gentil, je l'aurais pris pour les ramener au budget sécurité, ministère de la Défense et ministère de l'Intérieur. C'est ça le budget sécurité. Vous prenez les budgets des deux ministères, je les ramène au budget de 2001, qui était de 27%. Aujourd'hui, ils sont à 33. 33 moins 27, nous avons 6%. Je réduis leur budget de 6%. Mais comme on ne peut pas tout de suite licencier des policiers, des gendarmes, des gendarmes de plus, en attendant de les reconvertir dans des fonctions plus nobles, plus utiles pour la société, je fais 2% par an. Je fais un plan sur 3 ans et chaque année, je gagne 2%. Et donc, dès 2016, je gagne 2%. 2%, ça fait 290 milliards de dinars. Est-ce que vous réalisez ? 2% font 290 milliards de dinars. C'est de l'argent qui est bon à prendre. Et 290 milliards de dinars, et toujours reportez-vous à ce tableau. Si vous sachez combien c'est important, 290 milliards, sachez que la jeunesse et les sports, dans un pays qui a 70% de moins de 30 ans, le budget consacré à la jeunesse et au sport, 37 milliards de dinars. Et voilà que du coup, en enlevant juste 2% à la police, la gendarmerie et l'armée, vous avez économisé 290 milliards de dinars. Alors que la jeunesse, toute la jeunesse, tous les sports de notre pays, c'est 37 milliards de dinars. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte du drame ? Vous commencez à comprendre pourquoi cette politique budgétaire est une politique qui est tournée non pas vers le développement, mais vers le développement du sous-développement de notre pays. C'est un budget criminel, c'est une loi de finances criminelle, c'est une loi de finances qui produit du chômage, de la pauvreté, de la misère et qui pousse nos jeunes à immigrer. Alors j'ai trouvé peut-être 3400, je continue. Pourquoi pas? Allez, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ne nous demandent même pas notre avis. Nous au moins on débat, on discute. Je continue. Et là je continue. Les charges communes, qui sont de 10%, je vais les ramener à 3%. Et je gagne 300 milliards de dinars. Mais نحيتهم البريزيدون de la République. حطهم قاعد عليهم راقد عليهم. C'est 500 milliards de dinars. 500 milliards de dinars qui ne sont pas attribués à personne. Moi je lui dis, tu vas me donner tout de suite, je te reprends la moitié. Un peu plus de la moitié. Je lui reprends 300 milliards de dinars que j'affecte. Vous vous rendez compte? C'est 10 fois quand je lui enlève seulement la moitié. J'augmente le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports de 10 fois. Vous vous rendez compte? Combien sont importants ces chiffres? C'est tout ce qu'ils nous ont caché jusqu'ici. Et j'arrive. Alors oui, les subventions. Parlons des subventions, c'est extrêmement important. Il y a les transferts sociaux, ce qu'on appelle les transferts sociaux directs qui sont dans le budget de fonctionnement et indirects qui sont dans le budget d'équipe. Si nous ciblons les aides, notamment les aides qui sont destinées directement, si nous donnons de l'argent à ceux qui en ont besoin, est-ce que vous trouvez normal que M. Haddad, pour ne citer que lui, paye sa baguette de pain au même prix que vous, son litre de lait au même prix que vous, son litre d'essence au même prix que vous, si vous avez une voiture? Bien sûr, pas évident. Les transports publics comme vous, c'est-à-dire paye tout ce qui est subventionné par l'État, comme le plus pauvre des Algériens.
eh bien sachez que non seulement c'est moralement insoutenable et injustifiable, mais c'est que ça coûte beaucoup d'argent. C'est de l'argent qu'on vous enlève de votre poche, de votre ventre. On peut économiser 15 milliards de dollars par an, l'équivalent de 1500 milliards de dinars en donnant l'argent à ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire des aides directes, on cible les populations. Parmi lesquels les étudiants, oui, les étudiants, on vous cible, on vous augmente votre bourse, on l'augmente de 3 fois, de 4 fois. Oui, on cible les gens qui ont les chômeurs et on leur donne une allocation qui est 2 fois ou 3 fois plus grande. Bref, on donne de l'argent à ceux qui en ont besoin et on économise 1500 milliards de dinars. Et du coup, nous ne sommes plus déficitaires et l'année prochaine, le budget n'est plus déficitaire de 3 milliards, mais il est excédentaire. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 1500 milliards d'excédents? Eh bien, je vais le redistribuer, je vais augmenter les salaires de 30% ou 50%. Tous les salaires de la fonction publique, je peux les augmenter avec cet excédent de 50%. Ne serait-ce que pour atténuer l'inflation qui sera induite par les dévaluations et l'augmentation des droits de douane. C'est un peu comme si j'enlève aux riches pour donner aux pauvres. C'est comme si j'enlève aux dépenses sécurité improductives pour les affecter à des secteurs productifs. Et ce que j'appelle secteur productif, il faut que vous le sachiez, c'est pour ça que je disais depuis tout à l'heure, les budgets ne sont jamais innocents. La recherche scientifique, c'est une véritable honte. Le poste de recherche scientifique l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, 6,5%. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique, 6,5%. On peut le doubler les salaires de nos chercheurs, ou doubler le nombre de nos chercheurs, doubler les salaires de nos enseignants à l'université, pour leur donner des salaires décents, qui leur permet de mieux assurer le fonctionnement de leur métier, leur noble métier, qui permet de développer la recherche scientifique. On aura des chercheurs, une vocation de chercheurs, qui aujourd'hui ne font pas de la recherche, ça ne rapporte pas. Demain, on va développer le nombre de chercheurs, c'est productif à long terme. On va développer la formation professionnelle, on va développer les secteurs, et on revient au budget d'équipement maintenant. Le budget d'équipement est censé acheter des équipements collectifs. Ça peut être des écoles qu'on construit, ça peut être des lignes ferroviaires, ça peut être des équipements qui concourent au développement du pays. Eh bien, aujourd'hui, c'est bouffé par les subventions, caractère indirect. C'est-à-dire que le budget d'équipement, non seulement n'est plus tourné vers la production, mais son poids baisse d'année en année. C'est-à-dire qu'il représente aujourd'hui un tiers du budget total. Un tiers. Il y a 15 ans, il représentait 50%. Aujourd'hui, il représente un tiers. Mais à l'intérieur, si on enlève les subventions, on ne trouvera même pas un cinquième. Donc, tout est déséquilibré, tout est tourné vers le développement du sous-développement et non pas vers le développement de la production, vers le développement de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, etc. Et voilà comment on peut résoudre à court terme la crise financière par des mesures, pas par des mesurettes. Une loi de finances, si on avait un parlement, une vraie Assemblée nationale, ils auraient parlé de ça. Est-ce que vous avez entendu les députés, nos honorables députés, soulever ça, ce que je vous dis là? Si les députés étaient élus démocratiquement, librement, si les partis politiques travaillaient librement, si les associations pouvaient se réunir librement, toutes ces questions-là, il y a longtemps qu'elles auraient été posées par les associations qui demanderaient chacune une amélioration de ces situations en prenant les chiffres, par les députés qui auraient dit au gouvernement jamais on ne votera cette saloperie. Vous, président, 10%. Pourquoi vous gardez 10%? Vous êtes assis sur 10%. Le pays en a cruellement besoin, et vous dites, je les donne par la même temps. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est son argent. Le peuple crie famine.
des étudiants, des enseignants ne sont pas régularisés, touchent un salaire de misère. Et il est assis sur un budget qui représente 10%, c'est-à-dire 2 fois le budget de l'enseignement supérieur, qui représente plus que le budget de toute l'éducation nationale. Voilà pour ce qui est de la crise financière et des solutions. J'ai voulu les esquisser pour montrer que c'est possible, mais naturellement, il ne faut pas se faire d'illusions, parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est éveiller les consciences. Vous-même, vous allez parler autour de vous, à vos frères, à vos sœurs, ou à vos parents, ou à vos voisins, et vous allez leur dire, nous sommes mal gérés, et quand on nous dira qu'il n'y a pas d'argent, ils se trompent, ils nous montrent de l'argent.